Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Live APM sur le thème aujourd'hui, quelle perspective économique pour 2021? Vous êtes plus de 550 à vous être inscrits. Alors pour nous éclairer, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Isabelle Job-Basile. Bonjour et bienvenue Isabelle. Bonjour Xavier, bonjour à tout le monde. Alors Isabelle, tu es docteur en sciences économiques de l'Université Paris-Nanterre. Tu as débuté ta carrière en tant qu'enseignant-chercheur dans cette même université. Puis tu as été économiste chez BNP Paribas. Tu as ensuite réalisé l'essentiel de ta carrière au sein du groupe Crédit Agricole et dont tu es aujourd'hui la directrice des études économiques. Enfin, tu es membre du Haut Conseil des finances publiques et côté APM, nous sommes ravis de pouvoir te compter parmi nos nouveaux experts et tu débuteras tes interventions en club en début d'année. Alors, avant de laisser la parole à Isabelle, dans une première partie d'exposé, je vous rappelle le principe des lives. Vous pouvez poser vos questions dans la rubrique de droite et je poserai en priorité celles qui ont recueilli le plus de likes de votre part. Enfin, sachez que vous retrouverez ce live sur la chaîne YouTube de l'APM demain et que vous recevrez également, avec le formulaire d'évaluation, le support d'Isabelle. Année exceptionnelle, l'année 2020 restera dans l'histoire. Crise sanitaire, crise économique. Le choc a été violent pour une bonne partie de la planète. Alors même si cette crise sanitaire n'est pas terminée, quel bilan économique pouvons-nous tirer de cette année 2020? Pouvons-nous avoir d'ores et déjà quelques certitudes économiques pour l'année 2021? Alors Isabelle, commençons déjà peut-être par évoquer 2020. Du moins, tout d'abord, le bilan de la première vague, c'était bien engagé jusqu'en septembre, cette reprise. Donc effectivement, l'idée c'est un peu de faire un panorama de la situation actuelle et puis de dessiner quelques perspectives pour 2021. Et pour répondre à ta première question, c'était cette idée de cette reprise qui était bien engagée. Alors vous pouvez voir sur ce premier slide qui illustre en fait vraiment le caractère totalement inédit et historique de cette crise. On le voit au travers de la contraction de l'activité au deuxième trimestre. Je vous ai mis sur la gauche l'évolution de la production industrielle dans un certain nombre de pays, avec, vous voyez, un décalage temporel sur la Chine, qui a connu une épidémie beaucoup plus précoce, puisqu'elle a démarré en Chine. Mais vous voyez que par ailleurs, sur tous les autres pays, c'est plutôt le deuxième trimestre où on a eu cet effondrement de l'activité avant de connaître un rebond tout aussi historique. Et comme vous voyez sur ce graphique, on a eu en fait une reprise qui a épousé une forme en V, conformément à l'abécédaire de la reprise. Alors, ce n'était pas vraiment ce que l'on attendait. Si vous vous souvenez, à l'époque, on parlait plutôt de reprise en U, donc on s'attendait à un redémarrage assez lent. Ça n'a pas été le cas, on a vraiment eu cette reprise en V. On le voit également au niveau européen, comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite, où finalement, et ce qui est notable de remarquer, c'est que quelle qu'a été en fait l'ampleur de la contraction de l'activité sur le deuxième trimestre, eh bien au sortir du troisième trimestre, après le rebond, eh bien les principales économies européennes avaient retrouvé des niveaux d'activité qui étaient à peu près semblables, inférieurs à peu près à 4% à l'activité qui prévalait avant la crise au quatrième trimestre 2019. Les moins 4%, à l'exception notable, comme vous pouvez le voir sur le graphique, de l'Espagne, où pour le coup on a une contraction plus sévère, mais aussi une reprise plus modérée. Et peut-être terminer, pour vous donner déjà un petit peu des informations sur la fin d'année, je vous ai mis ce qu'on appelle l'acquis de croissance fin du troisième trimestre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est en fait la croissance qu'on aurait pu atteindre si on avait une stagnation de l'activité au quatrième trimestre, si on avait 0% de croissance. Eh bien, vous voyez qu'en l'absence d'une deuxième vague épidémique, eh bien, en France, on aurait eu une contraction de l'activité qui aurait été limitée à moins 8%. Sur l'Europe, ça aurait été à peu près moins 7, l'Allemagne moins 5, l'Italie moins 8, un peu plus fort en Espagne, autour de moins 11. Mais en tout cas, c'était meilleur que prévu. C'est-à-dire, typiquement, si vous rappelez avant l'été,
on vous annonçait des contractions d'activité en France de l'ordre sur l'année 2020, de l'ordre de 9 à 10%. Donc on s'attendait, enfin, on a été surpris quand même positivement par ce redémarrage rapide et puissant de l'activité économique. Preuve en fait que les mesures de soutien massif qui ont été mis en place eh bien, ont bien fonctionné. Oui, justement, les États, les banques centrales ont mis le paquet pour justement soutenir cette crise. Et oui, c'est exact. Enfin, c'est vraiment le caractère historique de cette crise. On l'a vu sur l'évolution de l'activité économique, mais on l'a vu également sur les réponses économiques qui ont été apportées, que ce soit du côté des États que des banques centrales. Ce qu'il faut vraiment voir, c'est que au niveau de cette crise, les États ont fait le choix, et c'est la première fois dans l'histoire, de l'humain. Donc c'est pour ça qu'on a mis sous cloche les économies, qu'on a mis à l'arrêt ces économies par des mesures de confinement pour sauver des vies humaines. Mais bien évidemment, en face, eh bien, les États ont dépensé sans compter pour sauver les économies, pour préserver l'emploi, les revenus, pour protéger le tissu productif. Vraiment, l'idée, c'était de mettre sous cloche l'économie et puis essayer de faire des opérations de portage pour que cette économie puisse eh bien, enjamber la crise et rester intacte pour favoriser le redémarrage de l'économie. Donc on a vraiment dépensé sans compter. Le FMI vous dit aujourd'hui que l'on a mobilisé au niveau mondial environ 11 000 milliards de dollars durant la crise. C'est à peu près le PIB de la zone euro. Donc on voit bien que c'est massif. Alors on a eu deux types de grandes mesures. On a eu vraiment tout ce qui est mesures de soutien à l'économie, que ce soit au système de santé, que ce soit aux petites entreprises, commerçants indépendants via les fonds de solidarité, et puis bien évidemment aussi des mesures assez emblématiques, notamment en Europe, qui est le financement à grande échelle de ces dispositifs de chômage partiel. Donc ça, c'est le volet soutien. Et puis l'autre volet, c'est le volet soutien à la trésorerie des entreprises. Et là, vous avez eu des reports de charges fiscales et sociales, et puis tout ce qui a été prêt garanti par l'État. Alors bien évidemment, suivant les régions, les stimulus et donc ces injections d'argent ont été variées en fonction des marges de manœuvre budgétaires. Dans le monde émergent, on a à peu près dépensé en moyenne 10% du PIB. C'est quasiment le double dans les économies avancées. C'est quasiment, hein, toutes mesures confondues, hein, que ce soit les mesures de trésorerie et de soutien, c'est à peu près 20% du PIB. C'est d'ailleurs ce que l'on a eu en France. En France, on a des mesures de soutien pour 85 milliards, donc c'est 4% du PIB, entre les dépenses de santé, les fonds de solidarité et le chômage partiel. Et puis, on a eu les reports de charges, c'est à peu près 40 milliards. Et puis, on avait une enveloppe de PGE de 300 milliards. Donc, tout ça, ça fait plus de 20% du PIB. Alors, qu'est-ce qui nous a permis de faire cela, de dépenser autant d'argent? Eh bien, parce qu'à côté de cette offensive budgétaire, on a eu une offensive monétaire. Hein, on a eu vraiment des banques centrales qui ont assoupli leur politique, elles ont baissé leur taux d'intérêt, notamment dans tous les pays avancés, on a aujourd'hui des taux planchers, et puis elles ont injecté massivement des liquidités dans les économies, et ce, en réponse aux actions budgétaires. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, qu'est-ce qu'elles ont fait, les banques centrales? Elles ont garanti la solvabilité des États. Elles ont créé beaucoup de monnaie, et avec ces monnaies, alors elles n'ont pas fait que ça, mais elles ont aussi racheté massivement des titres de la dette publique, ce qui a permis aux États, en fait, de financer ces dépenses massives. Et comme on le voit, avec à la clé un creusement très important des Alors, déficits budgétaires et puis une explosion des dettes publiques, bien évidemment. alors, justement, par rapport aux États, il y a Cécile qui nous demande pourquoi l'Allemagne semble mieux s'en sortir économiquement que la France, en tout cas sur cette reprise qu'on a vue dans ton premier slide, Isabelle. Alors, si vous regardez, en fait, en ce qui est le cas de l'Allemagne en particulier, on a eu moins de restrictions sanitaires. D'abord, ça a été décidé plus au niveau régional, donc ça a été décidé plus localement, alors qu'on a eu une approche plus centralisée en France, et on a eu un confinement généralisé avec des mesures assez strictes, ce qui n'a pas été le cas de l'Allemagne. Notamment, il y a une très grande différence dans la première phase de confinement sur l'activité du bâtiment.
les chantiers ont continué de tourner en Allemagne, là où ils ont été totalement arrêtés en France. Donc, ce qui explique qu'on a une contraction d'activité moins forte sur l'Allemagne. Mais en fait, si vous regardez le rebond français, il a été à la hauteur de la contraction. Puisqu'en fait, à la fin du T3, Hmm. on était tous, enfin l'Allemagne autant que la France, était à un niveau d'activité 4% inférieur à la normale. Donc on se retrouvait finalement, même si les évolutions ont été un peu plus marquées en France, mais on se retrouvait dans la même situation en sortie du premier confinement, à tout le moins. Et après, tout s'écroule parce que la deuxième vague Eh arrive, c'est oui, ça? hélas, hein, la deuxième vague, alors je vous ai mis un petit peu la cartographie hein, de la situation épidémiologique aujourd'hui, hein, ça date c'est au 20 novembre, donc il n'y a pas si longtemps, donc on voit bien la recrudescence de l'épidémie, en particulier dans l'hémisphère nord, donc aux États-Unis et en Europe, alors qu'on voit que l'Asie est épargnée hein, par cette seconde vague, tandis qu'en Afrique, on peut dire maintenant qu'on n'a pas eu vraiment de grandes vagues épidémiques en Afrique. Mais en tout cas, depuis le mois d'octobre, eh bien, les États européens, comme vous le voyez sur le graphique de droite, ont tous réintroduit des mesures de restriction sanitaire en vue de contrôler cette épidémie, même si on a adapté les règles de manière à en atténuer l'impact économique. Et donc ici, vous avez l'indice qui est aujourd'hui beaucoup relayé, qui est un indice qui est construit par l'université d'Oxford, qui agrège en fait des indicateurs, notamment par exemple fermeture des écoles, fermeture des frontières, qui nous amènent à avoir à pouvoir jauger du degré de sévérité des règles sanitaires. Et on voit bien que eh bien, aujourd'hui, c'est la France qui a réintroduit les règles les plus strictes. Mais comme vous le voyez aussi, globalement, ces nouvelles restrictions sont quand même beaucoup plus souples qu'elles ne l'ont été lors du premier confinement. C'est-à-dire que typiquement en France, vous avez eu le maintien de l'ouverture des écoles, le maintien de l'ouverture des commerces de gros, ce qui a permis de continuer à avoir des approvisionnements au niveau des professionnels ou dans l'industrie. On a dit qu'on a essayé de maintenir l'activité dans le bâtiment, hein, la continuité des chantiers, et puis aussi la continuité des services publics hein, qui avaient été fermés pour la plupart au moment du premier confinement. Et puis il ne faut pas non plus négliger le facteur expérience, le facteur apprentissage. Les entreprises ont appris du premier confinement. Les entreprises se sont adaptées avec des nouvelles modes d'organisation dans le travail. Hein, la généralisation, quand il est possible, du télétravail. Et puis on voit bien aujourd'hui hein, cette possibilité de travailler et de se voir à distance. Il y a eu également des dispositifs hein, qui sont bien en place en termes de protocoles sanitaires et puis on dispose aussi de tout le matériel de protection sanitaire aujourd'hui, que ce soit les masques, le gel hydroalcoolique, les plexiglas, etc. Donc on s'attend bien évidemment à quand même un impact atténué au niveau de l'activité de ces mesures de reconfinement. Alors justement, ces perspectives pour les prochaines semaines, les prochains mois et même l'année prochaine, Eh bien Isabelle. là, vous pouvez le voir sur ces deux graphiques. Donc en ce qui concerne la fin d'année, bien évidemment, compte tenu de ce rétablissement de ces mesures d'endiguement sanitaire, on anticipe une rechute de l'activité en fin d'année en Europe, dans tous les pays d'Europe, selon des amplitudes un petit peu différentes, en fonction hein, de la sévérité des mesures de restriction. Mais vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même amplitude que l'on connaissait lors du premier confinement, lors du deuxième trimestre. Alors simplement peut-être à titre illustratif, typiquement en France aujourd'hui, on estime que le coût du confinement, donc la perte d'activité sur le mois de novembre, serait limité à 12-13%. C'est ce que nous disent aujourd'hui la Banque de France ou l'INSEE. Donc 12-13% en comparaison à une perte d'activité de 30%, de plus de 30% lors du premier confinement. Donc vous voyez vraiment qu'on n'est pas du tout dans les mêmes amplitudes, si bien que si on fait le bilan sur l'année 2020,
eh bien, typiquement, le repli de l'activité en France devrait atteindre à peu près 10%. Ça devrait être de l'ordre de 6% en Allemagne, de 9% en Italie et de 12% en Espagne. Donc voilà un peu les ordres de grandeur que l'on devrait connaître d'ici la fin de l'année et sur la totalité de l'année 2020. Alors bien évidemment, j'imagine que vous êtes encore plus intéressés sur ce qui va se passer demain et donc sur 2021. Donc, je vais essayer de vous retracer ce que vous voyez sur ce graphique de l'évolution de l'activité sur l'année 2021. Alors, bien évidemment, il faut rester prudent. Bien évidemment que le scénario sanitaire surdétermine le scénario économique. Et donc, tout va dépendre de l'ampleur et de la durée des mesures de restriction à l'activité qu'on va devoir continuer à imposer, notamment en première partie d'année, pour contrôler l'épidémie. Simplement, pareil, à titre d'information, on a essayé de regarder ce qui s'était dit au niveau, par exemple, du rapport du Conseil scientifique en France. L'objectif, ça serait de maintenir le seuil de contamination à 5000 cas par jour, de renforcer l'efficacité du dispositif testé, tracé, isolé avec le développement des tests rapides antigéniques. Et puis, ça demandera probablement l'adaptation des mesures de restriction pour éviter de perdre contrôle sur l'épidémie. Et ils envisageaient même la possibilité d'un troisième reconfinement au printemps, sachant qu'on voit bien que le virus est très sensible aux conditions climatiques. Mais depuis, bien évidemment, on a eu des bonnes nouvelles. On a eu des bonnes nouvelles sur le front des vaccins. Et donc, bien évidemment, le rebond de l'activité qui est attendu sur 2021 va dépendre de la date et de la vitesse à laquelle on va avoir ce déploiement de ce vaccin à grande échelle. Alors, il nous semble que c'est une hypothèse plausible plutôt sur la deuxième partie d'année, même si probablement qu'on pourra avoir des campagnes de vaccination pour le personnel soignant ou pour les personnes vulnérables de manière plus précoce, ce qui fait qu'on n'aura peut-être pas besoin de se reconfiner totalement, puisqu'on confine pour éviter qu'il y ait un engorgement au niveau des services d'urgence et des hôpitaux. Et donc, de facto, si on regarde notre année 2021, elle va se séparer un peu en deux temps. On va avoir deux temps. Une première partie d'année, donc un premier semestre où, nous semble-t-il, on va maintenir un certain nombre de contraintes qui vont peser sur l'activité, en particulier pour les secteurs qui sont les plus exposés à ces mesures de distanciation sociale. Donc, on va maintenir un certain nombre de contraintes. Et puis, on pourra avoir un relâchement plus durable et plus important en deuxième partie d'année, ce qui pourrait libérer le potentiel de reprise, si bien qu'au final, sur l'année, on anticipe un rebond d'activité en Europe, en zone euro, de l'ordre de 4 à 5%, avec un rebond un petit peu plus fort en France. Vous voyez, on le voit bien, parce qu'on aura probablement un rattrapage, comme on a mis des mesures de restriction plus sévères, on aura un rattrapage un petit peu plus fort en première partie d'année. Et puis, on devra avoir des rebonds d'activité de l'ordre de 4% en Allemagne, en Espagne ou en Italie. Mais tout ceci, bien évidemment, avec cette hypothèque sanitaire qui n'est pas totalement levée, bien évidemment. Oui, ça c'est l'hypothèse sans troisième vague. C'est l'hypothèse sans troisième vague, sachant que, comme je le disais, c'est vraiment cette idée que cette troisième vague, elle est moins probable aujourd'hui à partir du moment où on va pouvoir, où on est dans l'espoir de pouvoir commencer des campagnes de vaccination dès le début d'année, en tout cas sur le personnel fragile, ce qui éviterait de devoir reconfiner. On peut avoir une troisième vague, mais elle n'aura peut-être pas les mêmes implications sur l'engorgement des services d'urgence. J'ai une question très précise sur la Grande-Bretagne. Je suis probablement un adhérent du club de Londres. La situation britannique, économique, est-ce qu'on est proche de la France, de l'Allemagne? De l'Espagne. On est proche, voilà, on est plus proche de l'Espagne en ce qui concerne l'évolution du PIB et des restrictions sanitaires qui ont causé cette mise à l'arrêt de l'économie. Je crois, si je sens me tromper, qu'on a quasiment eu un recul d'activité qui était de plus de 19% sur le deuxième trimestre.
On a un rebond que de 15,5% sur le troisième trimestre, si bien qu'ils se retrouvent à des niveaux d'activité au sortir de T3 qui sont inférieurs de 9 à 10% à ce qu'on connaissait avant la crise. Donc vous voyez qu'on est plus proche de la situation en Espagne et on s'attend également à une rechute de l'activité sur le quatrième trimestre, hein, puisqu'ils ont aussi remis en place un reconfinement. Et puis, bien évidemment, il y a aussi l'hypothèque du Brexit, où Oui. on sent bien qu'on aura à minima un accord, mais qui ne sera pas très étendu. Et de facto, on aura probablement un impact économique, alors même si c'est un impact qui va plutôt s'étaler dans la durée, mais à tout le moins, ça va quand même, en termes de confiance, en termes de comportement des agents économiques, ça peut peser et donc y avoir un effet peut-être de freinage sur la reprise en 2021, au-delà des questions sanitaires. Alors, il y a eu des plans de soutien, et il y a aussi des plans de relance. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Isabelle, Alors oui, là-dessus? c'est dans nos hypothèses de croissance sur 2021, on intègre une partie de ces plans de relance parce que bien évidemment succèdent à ces plans de soutien massifs que l'on avait connus. Aujourd'hui, des plans de relance, on pense en particulier à ce plan de relance européen de 750 milliards d'euros, hein, qui vont courir sur 2 à 3 ans, enfin 3 ans, hein, jusqu'à 2023. Donc ça veut dire que quand même l'Europe s'est hissée à la hauteur des enjeux. Alors pas tant sur le montant, puisqu'on est à peu près sur 6-7% du PIB, enfin c'est plutôt 6% du PIB européen, mais plutôt dans l'approche plus solidaire qui a été adoptée dans ce plan de relance, comme il vous est montré sur ce graphique, eh bien une part de cette dette qui va être émise pour financer ces plans de relance va être redistribuée aux États membres sous la forme de subventions pour 390 milliards. Donc ça veut dire des subventions qui vont eh bien, éviter d'alourdir les déficits et l'endettement des États pris individuellement, puisque ça ne va pas peser sur ces budgets. Alors en termes de plan de relance aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a dans les tuyaux? En Allemagne, il y a déjà eu une annonce d'un plan de relance d'environ 130 milliards d'euros. Sur la France, on verra, c'est 100 milliards. Pour les autres pays, on a plutôt ce qui a été mis dans les budgets 2021. Sur l'Italie, on a 40 milliards de dépenses supplémentaires. En Espagne, c'est 72 milliards. Et en termes de leur capacité à tirer sur ce plan européen, bah, typiquement en ce qui concerne les dons, la France pourrait bénéficier, pour financer ces 100 milliards de plans de relance, de 40 milliards de subventions. L'Italie et l'Espagne, ça sera plus de 60 milliards. Mais on a aussi la possibilité, notamment pour l'Italie et l'Espagne, d'aller recourir aux prêts européens. On a vu qu'il y a une enveloppe de 360 milliards. Quel est leur intérêt d'aller d'aller demander des prêts au niveau européen, des prêts qui de toute façon ils devront rembourser, là pour le coup qui alourdissent leur propre dette? Eh bien parce qu'ils bénéficient de la très bonne signature de la Commission européenne, donc ils auront probablement des taux plus faibles, sur des maturités plus longues et une période de grâce aussi plus longue, parce qu'on ne commencera à ne rembourser que ces prêts européens qu'à partir de 2028. Donc ça va permettre d'alléger le fardeau du financement de ces plans de relance, sachant qu'il y a quand même une logique dans ces plans de relance, puisque ces plans de relance, il y a vraiment un équilibre assez délicat à trouver. D'un côté, il faut éviter qu'il y ait des séquelles profondes et durables liées à cette crise, et donc il faut continuer à soutenir les secteurs d'activité qui en ont besoin. Et puis il y a tout aussi un plan de transformation des économies, pour aller vers un modèle de croissance plus durable, plus moderne, plus innovant et plus équitable. Hein. C'est les 3 missions qui sont données à ces différents plans de relance, de manière à effectivement préparer l'avenir, préparer demain. Et notamment sur les volets, notamment le volet environnemental. Ouais, et le plan en français n'échappe pas à ça, justement. On est sur ces trois logiques, hein, dont tu Tout parlais à tout fait. à Alors, l'heure. j'ai essayé de vous présenter le plan de relance français, donc qui est de 100 milliards. Vous présenter par ces thématiques. Donc, on a bien ce triptyque hein, avec ces 3 missions. Il y a la partie donc écologie, donc qui est vraiment centrée sur la transition, notamment sur la transition énergétique.
avec 30 milliards dédiés sur ce volet, que l'on retrouve au travers de la rénovation thermique des bâtiments, donc tout ce qui est rénovation énergétique. Il y a aussi tout le volet plan d'infrastructure, notamment ferroviaire, et aussi toutes les incitations pour aller vers des mobilités plus vertes, donc développer l'automobile électrique, par exemple, et puis les technologies vertes avec le plan hydrogène. On a une partie alors qu'on peut qualifier compétitivité, mais c'est vraiment l'idée de moderniser les processus productifs, d'avoir plus d'innovation. Alors au centre, et ça intéressera vos adhérents bien évidemment, il y a ces baisses des impôts de production pour 20 milliards dès 2021, reproductibles l'année suivante. On a également un volet renforcement du fonds propre des entreprises où l'État pourra apporter aussi des garanties sur ce qu'on appelle ces prêts participatifs qui sont assimilables à des fonds propres. Et puis, il y a les questions de relocalisation d'un certain nombre d'activités stratégiques et puis aussi des questions de transformation numérique, que ce soit d'ailleurs au niveau des services publics ou aussi d'aider les entreprises à digitaliser leur processus productif ou leur distribution, leur processus de distribution. Et puis le dernier volet, c'est un volet de croissance plus inclusive, hein, de cohésion, cohésion sociale et territoriale, avec c'est toujours ces dispositifs d'emploi, de chômage partiel hein, durable. Il y a aussi un plan centré sur les jeunes. On sait qu'on a quand même des générations de jeunes qui vont arriver sur un marché du travail qui est aujourd'hui très déprimé et ça va probablement avoir des impacts durables sur leur trajectoire professionnelle. Donc aujourd'hui, c'est l'idée d'avoir un jeune, une solution. On met l'accent aussi sur tout ce qui est formation professionnelle. On veut former pour acquérir les compétences qui sont nécessaires pour les métiers de demain. Et puis dedans, on a aussi le Ségur de la santé ou le soutien aux précaires. Et puis l'autre manière de présenter, c'est plus par le canal macroéconomique. C'est-à-dire quel type de dépenses? Est-ce que c'est des dépenses plutôt d'investissement? Est-ce que c'est plus lié aux compétences et aux emplois, à l'innovation, à la fiscalité des entreprises? Ce qui permet un peu de mesurer l'impact économique. Bah, typiquement en France, on va injecter sur 2021 environ 32 milliards. C'est 1,5% du PIB, si tant est que le plan soit bien exécuté. Et on peut espérer tirer un point de croissance supplémentaire grâce à ce plan de relance. Ce qui rend crédible d'ailleurs cette hypothèse d'avoir une croissance, un rebond d'activité de l'ordre de 4 à 5% l'année prochaine. D'accord. Il est sur combien d'années ce plan? Enfin, on l'engage sur combien d'années? Le plus gros des décaissements se fera sur les 2 premières années. D'ailleurs, sur le plan européen, c'est 70% de la manne qui sera distribuée les 2 premières années. Les 30% se font sur l'année 2023. Donc c'est à peu près, c'est sur à peu près 2023, sachant que par exemple sur l'hydrogène, on va plus loin, on va sur 2025, etc. Mais c'est un plan de 3 à 5 ans. D'accord. Donc, des sources d'espoir pour 2021. Ce plan, en tout cas, va. Est-ce qu'il répond aux attentes ton analyse là-dessus, ou ton avis même là-dessus, Isabelle? Alors, effectivement. Écoutez, de toute façon, c'est un plan qui était quand même aussi conditionné par les grandes orientations qui avaient été données par l'Europe pour pouvoir bénéficier des financements européens. Et donc, on retrouve bien les 3 volets. On peut regretter sur le plan qui pas toujours est toujours un plan de relance et notamment de protection des populations les plus fragiles. Puisque on en parle hein, aujourd'hui de manière très régulière, hein, de plus en plus de citoyens qui basculent dans la précarité, dans l'extrême précarité. Et donc, on aurait pu peut-être rajouter des choses sur le plan de cette protection des personnes les plus vulnérables. Mais à tout le moins, je pense qu'on aura probablement, enfin, si besoin, il y aura des réarbitrages qui seront faits à l'intérieur de ce plan de relance, notamment parce que, comme au début de l'année 2021, on va avoir encore des restrictions sanitaires, on va probablement encore injecter de l'argent pour soutenir les secteurs qui restent entravés par la prudence sanitaire que l'on doit avoir en première partie d'année. Mais à cet égard, et peut-être pour terminer, je crois qu'il y a vraiment 2 questions. Et alors, je vais le regarder par le prisme français, mais je crois que ça peut être vraiment regardé au niveau de l'ensemble des pays européens. Moi, j'ai 2 questions. La première question, c'est plutôt du côté des entreprises, puisque effectivement, on a eu des soutiens massifs à la trésorerie des entreprises.
Mais c'est pas gratuit. C'est-à-dire que ça s'est fait au travers d'un bond de l'endettement des entreprises. Hein. On va probablement avoir à peu près 25% de valeur ajoutée supplémentaire en dette. Ce qui veut dire que les bilans vont être sous pression, hein, c'est-à-dire qu'on a une fragilisation des bilans. En même temps, j'aurais tendance à relativiser aussi un petit peu ce constat. C'est un peu ce que j'ai essayé de vous montrer sur ce graphique. C'est-à-dire que certes, vous avez une montée, on voit bien hein, l'explosion, enfin une explosion, en tout cas un bond de l'endettement des entreprises, mais cet endettement, il est venu garnir hein, justement la trésorerie des entreprises, puisque de manière concomitante, comme vous pouvez le voir, on a eu une augmentation assez parallèle des dépôts à vue des entreprises. Donc on a l'impression que les entreprises se sont plutôt fait une réserve de liquidité. Donc c'est un constat qui est fait au niveau macroéconomique et qui est plutôt encourageant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de liquidité au niveau global. Ça ne veut pas dire, hein, me faites pas dire qu'il n'y a pas des disparités et de très grandes dispersions au niveau sectoriel. Et on a Oui. probablement des situations très différentes. Et il y a probablement dans des secteurs, et on en entend parler hein, tous les jours, des secteurs qui sont particulièrement affectés par la crise, restauration, hébergement, et j'en passe, où pour le coup, on a probablement des situations de liquidité très tendues qui pourraient se transformer en problème de solvabilité, avec cette idée qu'on pourra avoir des vagues de défaillance. En tout cas, on nous avait prévu ça pour le mois de septembre. Pour l'instant, on n'a rien vu arriver. Preuve en est que pour le moment, ces mesures de liquidité, elles ont quand même été très utiles. Et puis, il faut savoir quand même que ces PGE, d'abord, probablement, on aura 1 à 2 années de période de grâce. Et puis ensuite, les remboursements pourront s'étaler sur 5 ou 6 ans. Donc, ça va permettre de glisser ce poids des remboursements dans la durée. Et sur un volet peut-être, allez, pour terminer, plus optimiste, c'est qu'en fait, aujourd'hui, eh bien, on a l'équivalent d'un plan de relance qui dort dans les bilans bancaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, les ménages ont accumulé énormément d'épargne pendant cette période de confinement et cette période de restrictions sanitaires. Alors, de manière forcée, puisqu'on a vu qu'on a tout fait pour préserver les revenus. Donc, les revenus vont peu baisser sur l'année au niveau macroéconomique. En revanche, on va avoir une baisse hein, de la consommation, puisqu'on a été empêché de consommer pendant la période de confinement, si bien que, eh bien, on a beaucoup épargné dans cette période. On estime que d'ici la fin de l'année, l'épargne supplémentaire pourrait s'élever entre 80 et 100 milliards. Donc c'est bien ce que je vous dis, c'est bien quasiment un plan de relance qui est aujourd'hui logé dans les bilans bancaires. Et bien évidemment, la question est de savoir, eh bien, c'est quand et à quelle vitesse cette épargne va être réinjectée dans le circuit économique et qui pourrait effectivement consolider, voire faire accélérer la croissance. Sauf que, comme je vous le montre sur le graphique, aujourd'hui, les ménages, ils vous disent, eh bien, aujourd'hui, il vaut mieux encore épargner que de dépenser. Et ce qui va être clé, c'est le retour de la confiance. Ouais. Et il pourrait y avoir d'autres mesures incitatives, justement, et ne pas attendre la confiance pour justement que les ménages se remettent à dépenser? Alors, c'est vrai qu'on avait évoqué la possibilité, d'ailleurs, c'est ce qui a été fait en Allemagne, de faire une baisse de la TVA. On verra, ça pourrait être remis sur le devant de la scène, pas pour le moment, parce que de toute façon, quoi que vous fassiez pour le moment, vous ne donnez pas à boire à un âne qui n'a pas soif. C'est-à-dire que l'environnement est encore très incertain, et donc les ménages aujourd'hui préfèrent, hein, par précaution, eh bien, épargner davantage, surtout que se profile une remontée du taux de chômage, etc. On voit bien la peur face au chômage, et donc il n'est pas certain qu'ils se mettent de nouveau à consommer, quand bien même on ait une baisse de la TVA. Surtout que la baisse de la TVA, l'expérience nous montre que ça ne se traduit pas toujours hein, par des baisses de prix. Hein, donc ça peut permettre, les entreprises peuvent l'utiliser pour restaurer leurs marges et donc ça ne se traduit pas toujours par des baisses de prix. Après, on peut se dire que sur les populations très vulnérables, à l'instar de ce qui a été fait aux États-Unis, on pourrait envoyer des chèques aux ménages, hein, des chèques, des bons de consommation, pour eux, en fait, plutôt faire face même à des dépenses essentielles. Donc, enfin voilà, ça pourrait être des questions d'arbitrage qui pourraient amener à effectivement aider à cette reprise de la consommation et peut-être à débloquer une partie de l'épargne, mais vraiment au cœur, ça sera vraiment la question de la confiance.
Il y a une thématique qui ressort beaucoup des échanges et des questions qui sont posées, la question de la dette, qui s'accroît et finalement, qui la remboursera cette dette? Alors, qui la remboursera cette dette? Alors, déjà, ce qu'il faut bien, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui, je vous ai parlé de l'endettement des entreprises, et effectivement, on a vu la dégradation des déficits, l'explosion des dettes publiques, mais il faut bien voir qu'un État, c'est pas un agent comme les autres. C'est pas un agent ordinaire. Déjà parce qu'il a la capacité à lever l'impôt, alors même s'il ne peut pas ponctionner de manière illimitée la richesse nationale, mais et puis surtout parce qu'il est capable de transférer sa dette d'une génération à l'autre. Autrement dit, l'État, il n'a pas besoin de rembourser sa dette. C'est pour ça qu'on parle dans le cas de l'endettement de l'État d'une dette soutenable, c'est-à-dire une dette dont on peut en fait stabiliser la trajectoire à un moment donné. On ne sait pas à quel niveau, mais en tout cas, il faudrait plutôt stabiliser cet endettement. Euh, mais bien évidemment, si l'État s'endette de manière déraisonnable, qu'est-ce qui risque de lui arriver? Eh bien, c'est qu'il y ait une perte de confiance des investisseurs, des épargnants, qui ne voudraient plus investir dans les titres publics, et ça pourrait lui poser des problèmes de financement, voire l'acculer au défaut. C'est un peu ce qu'on a vécu au moment de la crise des dettes souveraines en Europe, vous vous en souvenez, avec la Grèce, sauf si les États ont un prêteur en dernier ressort, sauf si les banques centrales, elles acceptent eh bien, d'émettre de la monnaie, de faire marcher la planche à billets pour acheter de la dette publique et donc garantir la solvabilité des États. Et c'est précisément ce qui se passe aujourd'hui. Et il nous semble qu'on va être dans cette configuration pendant encore un certain temps. Donc on va probablement avoir des banques centrales qui vont remplacer les investisseurs privés, si besoin était, pour pouvoir soutenabiliser l'endettement et permettre de se désendetter dans la durée, sachant que le moyen de se désendetter, si déjà on va avoir une partie quand même de dette qu'on va pouvoir apurer parce qu'on espère avoir de la relance, on espère avoir de la croissance l'année prochaine. Et la dette, c'est un ratio. Donc si le PIB augmente très vite l'année prochaine et même l'année d'après, eh bien le poids de l'endettement va avoir tendance à mécaniquement se réduire. Donc on peut faire par le truchement de la croissance. Ces banques centrales, il y aura probablement des mesures d'austérité, pas tout de suite. Je pense qu'aujourd'hui le message qui est donné, c'est surtout il ne faut pas enlever la perfusion trop précocement, sinon on risque d'avoir des rechutes économiques et avoir des séquelles durables sur nos économies. Mais bien évidemment qu'à un moment donné, il faudra quand même faire preuve d'une certaine discipline pour remettre un peu les compteurs à l'heure. J'ai une question très précise de Clara sur les fonds propres des entreprises. Vont-ils souffrir de cet endettement? Est-ce qu'il est prévu une adaptation du côté des notations financières et ou des règles pour obtenir de nouveaux prêts? Alors, en ce qui concerne les notations financières, non. Notation des financières par les agences. Les agences, elles regardent la solvabilité des entreprises, mais elles vont regarder aussi la solvabilité dans son ensemble. Donc, ce qui va quand même favoriser et permettre de soutenir et de viabiliser aussi la dette des entreprises, même si ces dettes ont augmenté, c'est des niveaux de taux qui vont rester très bas. Donc, finalement, le service de la dette va être lui-même plus soutenable que dans une configuration où on aurait une remontée des taux d'intérêt. Et pour répondre aussi à la question, il y a quand même tout un volet qui est aujourd'hui dans le plan de relance de renforcement des fonds propres des entreprises, donc l'État qui viendrait aussi en garantie avec les possibilités pour les banques de distribuer ce qu'on appelle les prêts participatifs, qui sont des prêts à plus long terme, qui sont assimilables à des fonds propres. Mais bien évidemment, ça sera, les banques vont étudier, elles sont proches du terrain, elles sont proches de leurs clients, elles connaissent leur tissu industriel, et donc bien évidemment qu'elles vont prêter à des entreprises qui connaissent ces impasses de liquidité, ces problématiques compte tenu de la chute d'activité, la perte d'activité qu'elles ont pu connaître dans les périodes de confinement, mais qui sont viables financièrement à long terme. Donc ça ne va pas changer la manière d'appréhender la solvabilité ou la capacité de remboursement des entreprises. Des questions sur les taux d'intérêt. Quelle évolution à court et moyen terme des taux d'intérêt? Alors, ils vont rester bas.
et ils vont probablement rester encore plus bas et encore pour plus longtemps. Donc ça c'était pas, enfin il faut bien regarder que c'était pas quelque chose qui est nouveau avec cette crise. C'est déjà une situation que l'on connaissait avant crise. Avant la crise, on était en territoire de taux négatifs en Europe. Il y avait les grands États européens, l'Allemagne ou la France, qui arrivaient à se financer à des taux négatifs sur les marchés, sur des maturités à 10 ans. C'est encore plus le cas aujourd'hui. Le taux français sur l'OAT à 10 ans, c'est moins 30 points de base, c'est moins 0,3. Sur l'Allemagne, c'est moins 0,5. Et probablement que le fait qu'on ait des banques centrales qui soient à la manœuvre, qui essayent justement de continuer à injecter ces masses de liquidités, à maintenir des conditions extrêmement accommodantes, on va vivre durablement dans cette configuration de taux bas, voire de taux négatifs. Maintenant, au fur et à mesure où on va résorber les effets de la crise, on devrait avoir de manière assez concomitante une remontée très graduelle des taux d'intérêt. Mais ils vont rester bas parce qu'il va falloir soutenir l'édifice de dette. Et une manière de soutenir et de rendre viabiliser les dettes, c'est d'avoir des taux d'intérêt très bas. Donc on va rester probablement dans cette configuration exceptionnelle de taux historiquement bas encore pendant longtemps. Une question d'Abdel Hak. Est-ce qu'il y a des risques d'inflation à moyen terme? Alors ça, c'est une vraie question qui n'est pas tranchée. Moi, j'aurais tendance à penser qu'on est plutôt dans un univers qui a des tendances plutôt désinflationnistes, pour ne pas dire déflationnistes. D'ailleurs, avant la crise, il n'y avait pas d'inflation sur les écrans radars. Ça fait 10 ans que les banques centrales essayent de faire remonter les taux d'inflation. Que nenni, on avait des inflations qui étaient bien en deçà des cibles des banques centrales. La cible, c'est 2%, on était bien en deçà. Alors, il y a des questions à la clé, il y a des questions de démographie. Les pays vieillissants sont moins inflationnistes en tendance. On a la question de la déflation technologique. L'ère du digital génère sur tout ce qui est technologique des baisses de prix. On a aussi un environnement institutionnel sur le marché du travail qui est peu propice à des hausses de salaire, notamment avec un affaiblissement du pouvoir des syndicats. On a aussi une révolution numérique. On voit bien ce qu'on crée comme emploi. Ce sont beaucoup d'emplois précaires, de proximité, qui sont souvent mal payés, et ça met un couvercle sur les salaires. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans un environnement qui est propice à une résurgence de l'inflation. Sauf que il y a deux éléments qui peuvent changer la donne. D'une part, on vous parle beaucoup de relocalisation, donc même si on ne croit pas à des relocalisations massives d'activités, mais à tout le moins, va se poser la question du pouvoir d'achat, puisque si on relocalise, on a quand même des coûts de production qui sont plus élevés dans nos pays respectifs et qui devraient se transmettre le long de la chaîne des prix, et donc des prix plus élevés. Il y a aussi la question, si on maintient, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait sur ces risques d'épidémie, on peut maintenir des restrictions sanitaires ou des protocoles sanitaires qui sont coûteux pour les entreprises, qui pourraient renchérir les prix. Et puis finalement, je crois qu'en fait, la grande question qui est posée derrière par votre adhérent, c'est de se dire, on a injecté beaucoup d'argent, ce qu'à un moment donné, on ne va pas avoir ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30. Une inflation, un dérapage inflationniste. C'est une question, sauf que moi, ma réponse, ça serait plutôt l'inflation, on ne va pas la retrouver dans l'économie réelle, mais on risque de la retrouver sur le prix des actifs financiers. C'est-à-dire toute cette liquidité, elle a du mal à trouver le chemin de l'économie réelle. En revanche, elle va se déverser sur les marchés financiers et elle risque de développer des bulles de prix d'actifs. J'ai une question, et ce sera malheureusement la dernière puisqu'on arrive au bout de ce live. On n'a pas ou peu parlé de la Chine. Alors c'est une question d'Eric, est-ce qu'on peut s'attendre à une reprise aussi violente qu'en Chine? Alors, je ne connais pas l'importance de la relance en Chine, en tout cas de la reprise économique. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, Isabelle, et si on peut s'attendre à la même chose justement en Europe? On a vécu exactement la même chose, de manière beaucoup plus précoce en Chine, puisque la Chine, en fait, a été le premier touché par l'épidémie, le premier à confiner, mais le premier aussi à déconfiner. Donc, on a bien eu cette reprise en V en Chine. Nous, on l'a connue plus tardivement,
dans les pays européens, puisqu'on a, on a reconfiné plus tard et déconfiné encore plus tard, mais on a bien eu dans les deux pays, dans les deux régions, une reprise en V. La seule chose qui nous différencie aujourd'hui, c'est que la Chine ne connaît pas de deuxième vague, alors qu'on a une deuxième vague en Europe, ce qui veut dire qu'eux, ils peuvent poursuivre le processus de reprise, là où il est interrompu, on espère, momentanément en Europe. Après, ce qu'il faut bien regarder, il y a une vraie différence sur le type de reprise que l'on a connu. En Chine, ce qui a surtout redémarré, c'est tout ce qui est production industrielle. En revanche, ce qui est en retrait, c'est la consommation des ménages. Les ménages chinois sont restés très prudents, notamment parce qu'il n'y a pas les filets de sécurité sociale qu'on peut avoir dans les pays européens. Donc, ils ont été très prudents et ont continué. Alors, ils épargnent déjà beaucoup, mais ils ont accumulé encore davantage d'épargne. Alors qu'à l'inverse, dans les pays européens, on a eu une reprise de la consommation plus forte que la reprise de la production. Pour le coup, les ménages ont desserré les cordons de la bourse. Ils avaient accumulé de l'épargne, mais parce qu'ils avaient été empêchés dans leur consommation. Et en Europe, on a eu des effets de rattrapage sur un certain nombre de consommations. Donc voilà, on a quand même une image un petit peu différente. Plus consommation qui tire la croissance côté européen, et plus production, investissement qui tire la reprise en Chine. Merci beaucoup Isabelle pour toutes ces explications. Merci, j'étais ravie. Merci beaucoup. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce live. On espère qu'il vous aura apporté quelques réponses, peut-être même de l'espoir pour aborder 2021. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ce moment demain sur la chaîne YouTube de l'APM et nous vous enverrons aussi également le support d'Isabelle. D'autres rendez-vous live prochainement et je vous souhaite une très bonne après-midi et à bientôt. Merci, au revoir.